Oui, bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. On va patienter juste quelques secondes pour que les personnes puissent nous rejoindre et nous commençons dans 1 minute. Donc nous allons commencer. Bienvenue à ce webinaire consacré au thème diversification et dédié au retour d'expérience et accompagnement possible. C'est un webinaire qui est co-organisé par ADOC, Aerospace Valley et la région Occitanie. C'est un webinaire qui vient aussi compléter le webinaire du 3 mars qui a eu lieu sur le même sujet, mais sur une approche un peu plus globale. Et là, donc, on va traiter une approche un peu plus individuelle du sujet diversification. En priorité, bien évidemment, des remerciements à tous les intervenants, aux six intervenants, pour leur témoignage, bien évidemment, la responsabilité du témoignage, mais aussi pour le temps pris pour préparer leur intervention. Je profite aussi un petit moment pour faire un clin d'œil à nos collègues qui nous ont aidés à préparer cette démarche, Hélène, Charline et Isabelle. La durée prévue du webinaire est d'environ 1 heure et puis nous consacrerons une large partie de temps aux questions. Vous êtes environ 70 à être connectés à ce moment. En gros, les règles du jeu du webinaire qui commencent à être connues par tous. Tous les participants sont en mode muet pour éviter les nuisances sonores. Vous aurez bien évidemment la possibilité, on compte sur vous, pour poser des questions via l'outil question chat qui est dans le panneau de configuration sur la droite. Comme il y a plusieurs intervenants, ne pas hésiter à signaler l'intervenant que vous ciblez le cas échéant. Comme je vous l'ai indiqué, les questions seront traitées en fin de présentation, en fin d'intervention. Voilà. Et donc, par rapport à cette démarche, simplement, on va faire un rapide tour d'écran, mais sans que les personnes parlent. Donc, nous sommes en présence dans cette salle de Philippe Bailey, qui travaille donc à ADOC, à la direction internationale. C'est l'homme salon. C'est vers lui s'il y a des questions sur les salons, il faudra se tourner. Il y a Stéphane Blanchard qui s'occupe donc au département de croissance d'ADOC de tout ce qui va être les dossiers de croissance, d'investissement et industrie du futur. Et je suis Jean-Philippe Mounier, en charge, moi, à la direction opérationnelle innovation et en charge de la filière matériaux et procédés. Voilà. Sur les autres écrans, vous devez avoir Guillaume Taravelier d'ARM, qui est un des intervenants entreprises, Emile Casran de Nobrac, Mathieu Aide du groupe MH Industrie, autre intervenant, Irène Maillé-Lestrade de la région Occitanie et Philippe Walter d'Aerospace Valley. J'espère qu'il nous a rejoint. Voilà. Bonjour Philippe. Voilà. Oui, bonjour à tous. Alors, le programme, c'est un programme assez simple. On a prévu pour débuter le webinaire une intervention assez rapide parce qu'il y a quand même eu 2 enquêtes qui ont été menées en novembre 2020 et en mars suite au webinaire. Et donc, ils nous font ressortir un petit peu à la fois des secteurs ciblés, mais aussi les accompagnements que vous attendez à la diversification. Donc, il y aura une petite présentation très rapide. Après, on passera au témoignage des entreprises et du cabinet conseil Quadrium. Ce qui est prévu, c'est une dizaine de minutes par entreprise. Et bien évidemment, on sait tous qu'un format de ce type ne permet pas d'avoir une interactivité forte. Donc, on privilégiera les questions sur le chat en fin de webinaire. Et enfin, on terminera par une intervention d'Irène Maillé-Lestrade sur les dispositifs de soutien financier par rapport à cette démarche. Donc maintenant, je vais céder la parole
à Philippe Bailey, qui va nous faire une petite présentation rapide de ses retours d'enquête. Très bien. Merci Jean-Philippe. Donc, bonjour à tous. Oui, effectivement, dans le contexte de la crise, on a souhaité, tout au long de l'année 2020 et puis en début d'année 2021, sonder les entreprises, vous sonder sur vos besoins, sur vos attentes en matière d'accompagnement et de diversification. Donc, on a procédé à 2 enquêtes qui ont au total, comme le disait Jean-Philippe, dans les résultats en décembre et mars 2021, on a sondé 80 sociétés aéronautiques, tout type de sociétés, mais beaucoup de PME qui sont au cœur de cible, dans le cœur de cible des sociétés que nous souhaitons accompagner. Alors, on avait deux questions, il y en avait plusieurs sur l'export, mais par rapport à la diversification, il y en avait surtout 2 principalement. Quelles sont les attentes de la part des sociétés en matière d'accompagnement de la part des acteurs du développement économique comme ADOC, et puis après une question plus précise sur les filières prioritaires. Alors sur les accompagnements, il y avait plusieurs questions. Alors qu'est-ce qui ressort, quelles sont vos attentes? C'est surtout un accompagnement collectif qui revient très souvent, notamment sur les préparations au salon, et certains salons. Donc on va rentrer un peu plus en détail sur les salons en matière de diversification qui peuvent vous intéresser. Des besoins en matière d'information aussi sur les filières. Bien sûr, des rencontres B2B interfilières avec ces nouvelles filières sur lesquelles beaucoup d'entre vous souhaitent se positionner. Et puis, bien sûr, un accompagnement individuel. C'est d'ailleurs le sujet de cet atelier, à la diversification, en lien notamment avec les dispositifs d'aide aux entreprises. Voilà. Donc, ça, c'était les grandes lignes. Slide suivant, peut-être. Donc, sur les filières prioritaires, on vous a interrogé sur une quinzaine de filières. Alors, c'est vrai, il y avait certaines filières qui étaient très proches de l'aéronautique, comme le spatial, les hélicoptères. On reste dans la sphère aérospatiale. Mais il y a surtout de nouvelles filières qui ont émergé très, très clairement, comme le ferroviaire, l'énergie, les énergies renouvelables, mais aussi le naval, le nautisme, le médical. Donc, pour ces filières qui ont été très plébiscité, on a souhaité mettre en place des actions spécifiques, notamment au travers de salons. Donc, lorsque vous voyez des étoiles sur ces différents graphes, ce sont ces filières sur lesquelles on a souhaité vous proposer des actions, notamment dans le cadre d'actions collectives et de salons. Bon, alors, donc, si on les classe, ces grandes filières plébiscitées par quatre catégories, on va trouver les transports, les énergies renouvelables, le nautisme et le naval et la santé. Alors, juste dans le transport, le ferroviaire, donc on essaie de se positionner sur les grands salons du ferroviaire. Donc, bien sûr, le CIFER qui aura lieu à Lille. La commercialisation a déjà commencé. Alors, juste préciser que toutes les informations relatives à ces salons, les modalités d'inscription, vous les trouverez sur la page de diversification ADOC, dont vous aurez le lien, je pense, qui vous sera communiqué par mail. Le CIFER, donc Innotrans, c'est plutôt en 2022, c'est le salon, c'est l'équivalent du Bourget pour le ferroviaire. Il aura lieu en 2022 à Berlin. Et puis surtout, un nouveau salon sur les mobilités urbaines qui se met en place à Toulouse, le salon mobilité solutions chaudes. Voilà, ça c'était pour les transports. Pour les énergies renouvelables, alors un événement qui a lieu demain, mais sur lequel vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire. C'est pas trop tard, même s'il a lieu demain. Alors c'est très important parce qu'on est dans le cœur de ce qu'on souhaite faire dans ce type d'activité, c'est-à-dire vous mettre en contact avec des donneurs d'ordre. Il y aura un atelier spécifique d'ailleurs sur les appels d'offres avec, je crois, le représentant de 3 gros donneurs d'ordre qui seront présents. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Vous aurez le lien, c'est demain, mais les inscriptions sont ouvertes jusqu'à ce soir. Énergie, c'est le salon des énergies marines qui aura lieu à Nantes. Salon Polytech aussi, qui a lieu à Lyon du 12 au 15 octobre. Le salon Energaia. Donc là-dessus, évidemment, je ne vais pas préciser, mais c'est important de le rappeler, on va essayer de faire des actions spécifiques. D'abord des actions de présentation de ces salons pour que vous compreniez un petit peu qu'est-ce qu'on y trouve comme acteur. Et puis, on va essayer d'organiser. Alors, il y aura des préparations un petit peu avant le salon. Et surtout, pendant le salon, il y aura un accueil spécifique pour les entreprises aéronautiques. On pourra vous faire rencontrer des donneurs d'ordre, vous présenter un petit peu l'organisation générale du salon. 2 autres secteurs, le nautisme et le naval. Alors, le Medstrad, c'est un salon. Vous savez, maintenant, dans le cadre de la grande région Occitanie, on a des acteurs du nautisme. Donc, on est présent dès 2019 sur ce salon mondial des équipementiers du nautisme. C'est vrai qu'il y a peut-être des opportunités des débouchés commerciaux pour vous. Donc, c'est un salon qui a lieu tous les ans à Amsterdam.
et un autre salon qui est une convention d'affaires qui aura lieu, je ne sais pas si le lieu est défini, c'est à la Grande Motte, c'est B2C. Là, c'est important aussi, ce sont des B2B avec les acteurs du naval et de la filière maritime en général. Enfin, sur la santé, on a prévu un webinaire sur les dispositifs médicaux. C'est vrai que la santé fait partie de ces filières plébiscitées, même si ce n'est pas toujours facile, mais il y aura un webinaire pour essayer de décoder un petit peu les opportunités au mois de mai, juin, la date reste à définir. Voilà. Donc, juste pour conclure, on est toujours dans l'attente de vos retours, de vos besoins. Donc, n'hésitez pas, vous recevrez le lien. Il y a une enquête en ligne qui est toujours active. Donc, vous recevrez le lien. Il faut 5 minutes pour répondre à l'enquête. Et c'est important pour nous pour coller au mieux à vos besoins, à vos attentes et mettre en place des actions spécifiques. Voilà, j'ai terminé. Merci Jean-Philippe. Merci Philippe pour cette présentation. Donc, nous allons passer au cœur de notre webinaire avec les témoignages des entreprises et du cabinet conseil Quadrium. Ce sont des entreprises des territoires. Ce sont des entreprises qui ont des métiers différents, la mécanique, la composite, l'industriel. Et ce sont des entreprises qui ont aussi un capital expérience sur le thème diversification qui est différent. Et on aura donc, avec la présence de Louis Gambino de Quadrium, aussi la capacité d'avoir un peu une démystification du rôle du consultant du conseil autour de l'appui à la diversification. Le fil rouge qui est mené à travers les 3 témoignages des entreprises, c'est en gros comment vous vivez la diversification dans vos entreprises. C'est ça qui a été la base des échanges pour chacune des entreprises. Donc, je vous propose maintenant de passer la parole à Guillaume Taravelier de la société ARM, qui va vous présenter le parcours d'ARM dans ce domaine. Guillaume, c'est à vous. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Guillaume Taravelier, responsable du développement commercial au sein de la société ARM. Donc, ARM est une société fondée en 1985, spécialisée dans l'étude et la réalisation de pièces et d'outillage mécaniques. Principalement donc historiquement pour l'aéronautique et pour Airbus. La petite particularité d'ARM, c'est qu'on est une SCOP, société coopérative. Je pense que tout le monde connaît à peu près le principe, je le rappelle en 2 mots. Donc, le capital de la société est détenu par les employés et donc le PDG et le conseil d'administration sont élus par ces mêmes employés. Voilà. En termes, donc, bon, vous avez des chiffres clés affichés à l'écran, donc 45 personnes à peu près aujourd'hui, un chiffre d'affaires 2019 donc, qui était à 6,5 millions d'euros. Les chiffres 2020 ne sont pas encore rendus officiels, mais bon, l'estimation c'est à peu près moins 25%, donc voilà, de par le contexte effectivement que l'on connaît tous sur l'année 2020. Bon, voilà un petit historique donc effectivement de la manière dont ARM a travaillé commercialement. Il y a 10 ans de ça environ, ARM avait la culture du monoclient. Ça veut dire qu'en fait, on travaillait pour Airbus quasi exclusivement. Et donc, on a décidé qu'il fallait un petit peu structurer une action commerciale à ce moment-là, de manière à changer un petit peu cette donne. Donc, on a décidé donc, de mettre en place des plans stratégiques. Donc en fait, c'est tout simple. C'est un collège d'employés, donc chez nous, en plus de collaborateurs actionnaires de la société qui peuvent venir de différents services, pas forcément uniquement du service commercial, voilà, pour ensemble définir donc une sorte de carnet de route pour 5 ans. On s'est aperçu que c'était pas si simple que ça à mettre en place tout seul, donc on s'est fait aider dès le début, dès le premier plan par Louis Gambino, donc par le cabinet conseil Quadrium que vous entendrez tout à l'heure, de manière voilà, ce qui nous aide à mettre en forme toutes ces idées et à ce que le plan de route soit le plus clair possible. Ce premier plan, donc, qui date de 10 ans, a débouché sur la première décision, c'est-à-dire on reste bien sûr fournisseur d'Airbus, par contre on dilue la part d'Airbus dans le chiffre d'affaires d'ARM en augmentant ce chiffre d'affaires en avoir de nouveaux clients. Donc une première démarche de diversification. À cette époque-là, donc cette première démarche de diversification, on avait décidé par contre de la mener principalement en restant dans le secteur aéronautique, donc une diversification client. Ça a relativement bien marché. Le chiffre d'affaires donc effectivement a réussi à augmenter de manière significative.
Ce qui nous a mené donc sur le deuxième plan stratégique de 2015 à commencer à parler d'une diversification secteur. Donc rester bien sûr présent dans l'aéronautique, mais aussi commencer à se rapprocher de secteurs, alors ceux qui étaient cités à l'époque, c'était le spatial, la défense, l'automotive, donc ferroviaire, un petit peu aussi le médical. Donc ça a été décidé en 2015, mais malheureusement, on est tombé dans la facilité, il faut le dire. Ça veut dire qu'en fait, l'activité aéronautique à ce moment-là marchait très bien. Et j'ai eu du mal en fait à convaincre en interne mes chargés d'affaires à faire des devis et à aller vers de nouveaux clients, donc avec un taux de transformation potentiellement plus faible, avec des habitudes qu'on ne connaissait pas. Alors qu'effectivement, eh bien, voilà, ça tombait tout seul en restant sur nos clients historiques ou ceux gagnés récemment, mais en restant dans donc, ce domaine d'activité de l'aéronautique. Bon, 2020 est arrivé, la crise aussi. Il se trouve que c'est tombé donc en même temps que le troisième plan stratégique qui était prévu de toute façon pour 2020. Donc voilà, le troisième plan stratégique qui a été mis en place donc depuis l'année dernière est très clair. Il faut s'orienter maintenant sur une diversification secteur et donc une diversification client au sein du secteur aéronautique. Donc cette diversification est rendue quand même facile parce qu'effectivement depuis quelques années on avait déjà quand même noué des contacts avec d'autres intervenants d'autres secteurs qui n'avaient pas abouti, donc encore une fois par facilité, mais n'empêche qu'effectivement la démarche avait déjà été initiée. Voilà, donc sur la page d'après, vous allez pouvoir voir en fait voilà ce qu'on a constaté donc en mettant en place cette démarche. Les deux premiers points donc qui sont très liés entre eux, c'est ce qu'il a fallu qu'on mette en place au sein de l'entreprise pour pouvoir effectivement réaliser cette diversification en secteur assez facilement. Un back-office commercial, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, vous vous retrouvez du jour au lendemain à avoir donc des consultations de gens que vous ne connaissez pas, avec donc au départ des taux de transformation sur les chiffrages relativement faibles, évidemment, hein, puisque avant que la confiance s'établisse, il faut du temps. Donc en fait, il n'y a rien de pire que d'arriver à rencontrer un client, commencer effectivement à l'intéresser et ne pas être capable derrière de répondre à ses premières sollicitations. Donc voilà, il faut une équipe commerciale sédentaire capable de répondre rapidement, d'être très réactive sur ses premières demandes. Et donc une adaptation interne, ça veut dire qu'effectivement, on est habitué à l'aéronautique, on aborde d'autres secteurs, les attentes en termes de formalisme, en termes de livrables, en termes de normes, ne sont pas forcément les mêmes. Et donc, il faut savoir s'adapter. Donc, bon, ça, c'est vrai pour l'équipe commerciale, mais c'est vrai aussi pour l'ensemble de l'entreprise. Ça veut dire qu'effectivement, voilà, on travaille avec de nouveaux interlocuteurs qui ont des habitudes qu'on ne connaît pas forcément. Le dernier point, je ne l'avais pas forcément, celui-là, appréhendé au départ, je le reconnais. C'est la nécessité d'instaurer une relation de confiance sur le long terme avec ces nouveaux clients. La phrase type que j'ai entendue donc en nombreuses reprises, c'est voilà, vous êtes dans l'aéronautique, vous venez nous voir parce qu'effectivement, l'aéronautique aujourd'hui ne vous nourrit plus. Le marché aéronautique va repartir, 2022, 2023, 2024, on ne sait pas, mais enfin, le marché aéronautique va repartir. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Est-ce qu'on pourra toujours compter sur vous ou est-ce que vous retomberez donc dans les travers précédents? Ça veut dire en fait, est-ce que vous allez retourner avec vos clients historiques et nous laisser tomber? Donc là, bon, on ne peut rien écrire, bien évidemment, hein, on ne peut pas le contractualiser, mais enfin, c'est très important, effectivement, de rassurer le client, d'avoir un contrat moral avec lui en lui disant, ne vous inquiétez pas, c'est une stratégie à long terme et on veut effectivement travailler avec vous sur le long terme. Je pense que c'est quelque chose qui est très, très important. Et j'ajouterais que, bon, voilà, il faut effectivement arriver à persuader le client, mais il faut aussi arriver à s'en persuader nous-mêmes. Ça veut dire qu'il va falloir, effectivement, quand l'aéronautique va repartir, et ça va repartir, qu'on garde ces bonnes habitudes qu'on est en train de prendre et que donc, effectivement, on ne soit pas de nouveau aspiré, disons, par cette activité aéronautique. Voilà pour ces retours. Donc, sur la dernière page, on peut voir donc une petite courbe. Donc, le titre n'est pas exact. En fait, c'est le résultat des CA de 2013 à 2020 et du premier trimestre 2021. Donc, en fait, c'est le chiffre d'affaires hors aéronautique qui a été gagné par ARM. Donc, on voit très bien, effectivement, que jusqu'en 2016,
En gros, on était très peu hors du secteur aéronautique. Depuis 2016, donc le deuxième plan stratégique, on a commencé malgré tout cette démarche de diversification. Donc, je vous le disais encore une fois, pas suffisamment, tout simplement parce que l'aéronautique suffisait à nous alimenter. Et donc, voilà, on voit très bien le virage qui a été pris en 2020, puisque donc sur 2020 et surtout sur le début de l'année 2021, l'aéronautique baisse, les autres secteurs d'activité prennent de plus en plus d'importance au sein d'ARM. On est à 49% donc aujourd'hui hors aéronautique, donc l'aéronautique est passé à peu près pour des 3/4 à la moitié du chiffre d'affaires d'ARM, et on a pour objectif d'arriver à peu près à 35% aéronautique, donc un tiers aéronautique et 2 tiers hors aéronautique. Bon, cette courbe peut paraître effectivement, on va dire, rapide. Je vous rappelle qu'effectivement, donc depuis 2016, des contacts avaient été noués quand même, des contacts, des réseaux dans d'autres secteurs d'activité. Donc en fait, on ne partait pas de zéro. Il a fallu réactiver ces contacts, mais on ne partait pas de zéro lorsqu'on a décidé effectivement de vraiment mettre le paquet commercialement sur ces nouveaux acteurs et ces nouveaux secteurs. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Guillaume. Juste une petite question. Quand vous avez engagé ces démarches, plutôt de nature commerciale, vous vous êtes appuyé sur des salons, vous avez fait, voilà, c'est quel type d'action que vous avez mené? Des salons, et après, donc, c'est une grande part de réseau. Donc, de l'équipe commerciale, donc la mienne, mais celle de l'équipe commerciale, effectivement, on a tous voilà, du réseau, des connaissances par ailleurs. Je pense que c'est quelque chose qui est aujourd'hui absolument primordial. Donc les salons, effectivement aussi, bien sûr, oui, on a fait un certain nombre de salons qui vont nous faire connaître. De la prospection pure aussi, effectivement, donc à partir de listings ou de fichiers clients, pour faire de la prospection directe. Mais effectivement, il y a une grande partie qui vient quand même du réseau. Merci Guillaume. Merci pour votre témoignage. Vous revenez vers nous pour les questions-réponses, bien évidemment. Oui, bien sûr. Comme vous avez cité le cabinet Quadrium en appui de vos démarches, donc je vais passer la parole à Louis Gambino du cabinet Quadrium, pour lequel, quelque part, quand même, on lui a fixé dans son intervention deux choses, quoi. C'est effectivement comment il est intervenu auprès d'une société comme la vôtre, et je suppose sur d'autres entreprises aussi. Mais ce que l'on aimerait entendre aussi, c'est pour lui quels sont les points importants qui existent pour assurer une bonne liaison entre l'entreprise et le conseil. Et ça, c'est très, très important. C'est-à-dire de quoi le conseil a vraiment besoin pour finalement jouer son vrai rôle dans le cadre de cette démarche. Donc, je cède la parole avec cet objectif à Louis Gambino. Merci, Louis, à toi. Oui, merci Jean-Philippe. Bonjour à toutes et à tous. Donc, très brièvement, je suis Louis Gambino, je suis le fondateur du cabinet Quadrium, qui a été créé il y a fort longtemps maintenant. En deux mots, notre métier, nos savoir-faire, c'est globalement 3 grands domaines d'activité: des études de marché, notamment dans le domaine de la diversification, du conseil stratégique, comme ça a été évoqué précédemment avec ARM, et ensuite un appui opérationnel dans lequel on peut mettre plusieurs choses, mais de l'appui opérationnel au business développement, en gros, la mise en œuvre des stratégies qui ont pu être définies préalablement. Nous sommes une petite équipe de 3 permanents, plus un réseau de consultants partenaires qu'on active en fonction des besoins sectoriels, notamment dans le médical ou dans d'autres domaines. Moi, je vais effectivement essayer en quelques minutes, alors bien sûr de rester concret, puisqu'on c'était la demande d'Adoc d'être très concret, et en même temps de prendre un tout petit peu de recul, bien sûr, c'est le rôle d'un consultant aussi, pour pouvoir montrer qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement d'ordre général de ces expériences. Alors là, on a la chance d'avoir le cas d'ARM que je connais bien forcément. Il y en a d'autres avec qui nous avons travaillé, pour lesquels on a à peu près le même genre d'expérience. Et puis, bien sûr, il y a les entreprises qui viendront après, qui, j'imagine, étayeront un petit peu tout ce qu'on a dit. Donc, si on peut passer au visuel suivant. Ce que je veux montrer, alors, c'est évidemment, je ne vais pas vous assommer avec des trucs de consultant, comme on dit souvent, mais je vais vous montrer simplement un petit outil très simple que moi j'utilise beaucoup parce qu'il est il est très concret. Parfois il y a des outils qui peuvent être un peu sophistiqués et pas toujours très adaptés, notamment à la PME. Mais là, celui-là est très concret, il est très basique.
Et moi, je l'ai vu à l'œuvre avant d'ailleurs d'être consultant dans une des entreprises où j'ai travaillé avant d'être consultant. Il y avait une stratégie systématique de diversification et j'avais vu cette approche à l'œuvre et je l'avais trouvée très, très séduisante. Alors, ce n'est pas une approche qu'on a inventée, hein, elle nous vient d'un dénommé Ansoff qui a formalisé ça. C'est très simple, on apprend ça dans les écoles de commerce, hein, c'est très simple, mais je pense que c'est un outil très intéressant pour raisonner. Donc, on raisonne par couple produit-marché. Là, évidemment, l'outil est hyper simplifié. Dans la réalité, on peut le complexifier un peu, hein. L'idée, c'est quoi? C'est que une entreprise, quelle qu'elle soit, elle a ses produits actuels ou ses prestations actuelles, si c'est un prestataire de service, et puis elle peut demain envisager de proposer des produits ou des prestations nouvelles. Ça, c'est les produits ou l'offre. Pour le volet marché, eh bien, c'est la même chose. Vous êtes positionné actuellement sur un marché et puis demain, vous pouvez peut-être décider de vous positionner sur d'autres marchés. Et donc, si on croise ces deux données, en gros, on obtient 4 grandes situations, 4 grands cas de figure pour lesquels on peut raisonner en termes de diversification. Donc, premier cas de figure, Jean-Philippe, si tu veux bien. Premier cas de figure, je croise donc mes produits actuels avec mon marché actuel. Eh bien, ça, c'est ce que vous faisiez tous jusqu'à présent, hein. Vous faisiez de l'usinage dans l'aéronautique, des sous-ensembles X ou Y dans l'aéronautique, de la prestation de service dans l'aéronautique. Quand on veut parler de diversification dans ce périmètre-là, numéro 1, la seule diversification possible, effectivement, c'est une diversification client. Et l'exemple d'ARM est intéressant parce qu'effectivement, c'est ce qu'on avait tenté de faire dans le premier plan stratégique où on avait dit, bon, on est trop forte dépendance vis-à-vis du client quasi unique, donc il faut diluer ce client. Très bien, donc ça demande quoi? Ça demande essentiellement de l'action commerciale, ça demande évidemment d'être très attentif sur la qualité pour améliorer la satisfaction client et donc pouvoir aller se porter sur des clients équivalents ou parfois des filiales de ces clients ou parfois d'autres sites de son même client. Mais ça ne suffit pas évidemment et notamment dans une crise systémique comme celle qu'on connaît aujourd'hui, ce n'est pas la solution, hein. C'est très bien si vous êtes déjà diversifié à l'intérieur du secteur aéronautique, mais en soi, ce n'est pas la solution. Donc, si on passe au deuxième cas de figure, c'est le cas où finalement, vous restez sur vos marchés actuels, mais vous élargissez votre surface de contact avec le marché en élargissant votre offre. Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, quand vous faites de la pièce unitaire, vous commencez à faire du sous-ensemble auquel vous ajoutez du contrôle qualité, enfin des choses comme ça. En gros, vous élargissez votre offre. Ou, tout simplement, vous ajoutez des éléments. Par exemple, si vous faites de la mécanique, vous pouvez aussi commencer à ajouter de l'électronique, à condition, bien sûr, d'avoir les savoir-faire, ou faire de l'innovation. Enfin, voilà. Ça fait appel essentiellement à des notions d'innovation ou à des notions d'organisation industrielle, voire à des notions de partenariat industriel pour pouvoir avoir des compétences qui ne seraient pas au départ dans votre périmètre natif. En revanche, on est un petit peu comme dans le premier cas, c'est-à-dire que si on est dans une crise systémique comme celle que nous vivons aujourd'hui, ça ne va pas tellement résoudre vos problèmes parce que les clients auxquels vous vous adressez sont ceux de votre marché actuel, donc là en l'occurrence l'aéronautique, et donc c'est probablement pas la voie la plus, disons, à privilégier dans la période actuelle. Elle est quand même très intéressante par ailleurs, donc si on se situe dans une réflexion de moyen et long terme, moi, je vous invite à vous poser la question par rapport à ça, parce qu'on peut, avec quasiment aucun effort commercial supplémentaire, on peut là augmenter considérablement son activité. Alors, il reste la troisième voie. Qui combine à la fois des produits actuels et des marchés nouveaux. Donc, Jean-Philippe, voilà, merci. C'est ce qu'on appelle la diversification sectorielle et ou géographique, mais notamment sectorielle. C'est ce dont on parle tous ici aujourd'hui, hein, c'est-à-dire je suis dans l'aéronautique, est-ce que j'ai pas intérêt à aller dans le ferroviaire, dans le naval, dans la défense, dans le spatial et ainsi de suite. Celle-là, elle demande essentiellement des efforts commerciaux dans un premier temps et ensuite, bien sûr, des efforts d'adaptation de l'outil de production, des process, parce que d'un secteur à l'autre, les besoins ne sont pas forcément les mêmes. On va rapidement passer au quatrième cas, qui est le cas où là, on fait de nouvelles choses en direction d'un nouveau secteur. Donc, vous imaginez bien que cette position 4, c'est certainement pas une position à privilégier en première intention, hein. Il ne faut pas passer du 1 au 4, c'est extrêmement dangereux, vous cumulez tous les risques.
Donc, il faut passer du 1 au 2 et éventuellement ensuite du 2 au 4 ou du 1 au 3 et ensuite du 3 au 4. Et pour finir, donc, si on peut mettre le dernier point sur ce slide, effectivement, je pense que le périmètre dont on parle aujourd'hui, et notamment avec ARM et d'autres de nos clients, le sujet dont on a vraiment parlé, c'est celui-là, c'est vraiment celui de la diversification géographique ou sectorielle. Alors, on peut passer à la slide suivante pour, je dirais maintenant, lister un certain nombre de points clés qui émergent de l'expérience et puis de ce qu'on a pu faire avec nos différents clients. Moi, ce que je voudrais surtout dire, faire passer comme message, et Dieu sait si on a vraiment mené des missions de diversification il y a même très longtemps. À l'époque de PowerAid, je me souviens, il y avait eu tout un mouvement dans ce sens. On avait travaillé avec pas mal d'entreprises et donc on avait tiré un certain nombre de conclusions. Première conclusion, ce n'est pas une décision qu'on prend à la légère, ça vous en doutez, mais je vais même un peu plus loin, même si vous êtes très sérieux, ce n'est pas une décision opérationnelle. C'est vraiment une décision de niveau stratégique. Ça veut dire que ça demande quand même une vision à moyen et long terme. Ça demande une planification, ça demande l'engagement de moyens. Donc, posez-vous la question, est-ce que vous avez ne serait-ce que formalisé votre stratégie? Il n'y a pas besoin, quand on est une PME, d'avoir fait un document de 200 pages, ça peut tenir en un recto verso, mais est-ce qu'on a écrit finalement la trajectoire que l'on veut prendre et où est-ce qu'on veut aller? Deuxièmement, et ça, je fais écho à ce que disait déjà Guillaume Taravelier tout à l'heure, est-ce que vous êtes prêt à vous engager vers de nouveaux clients? Parce que vous allez entrer dans de nouveaux secteurs, dans de nouveaux domaines, vous allez faire des promesses à des gens, et effectivement, il y a beaucoup de secteurs où ça nous a été dit lors des études, il y a des gens qui ont été échaudés par des entreprises aéronautiques qui, une fois que le ramp-up démarrait ou que la reprise se profilait en matière aéronautique, revenaient finalement vers leur secteur initial. Donc ça, effectivement, il faut essayer d'apporter des garanties à vos clients parce que sinon vous aurez une méfiance terrible. Et quoi qu'il arrive, de toute façon, vous allez avoir une méfiance à combattre en quelque sorte. Deuxième point, c'est un effort important qui comprend une part de risque. Et cette part de risque, elle nécessite de mobiliser des ressources. Alors, est-ce que vous êtes prêt à mettre des ressources spécifiquement sur un secteur d'activité qui, pour l'instant, représente 0 € de chiffre d'affaires? Ça, c'est quand même une question. Ce n'est pas évident. Est-ce que vous avez les ressources, le temps, les ressources financières également? Est-ce que vous êtes prêt à supporter, là aussi Guillaume l'a évoqué tout à l'heure, mais ça, moi j'insiste énormément là-dessus, c'est très important. Est-ce que vous êtes prêt à supporter le fait de devoir faire des offres dans un domaine ou dans un secteur où ces offres auront un taux de réussite beaucoup plus faible que celui que vous connaissiez jusqu'à présent? Ce qui est naturel d'ailleurs, parce que les acheteurs d'un nouveau secteur, quand ils vous voient débarquer, ils vont vous tester d'abord. Donc, forcément, vous allez dégrader votre taux de réussite de vos devis. Et moi, d'expérience, c'est très difficile de donner des durées, mais d'expérience, c'est un effort qu'il faut être capable de poursuivre sur une période qui oscille entre 6 et 18 mois selon les secteurs. C'est à peu près ce que j'ai constaté dans tous les cas de figure, c'est entre 6 et 18 mois. Ça veut dire qu'il faut être capable de prospecter, de faire des offres. Donc, faire des offres, ça prend du temps en interne à des deviseurs, à des ingénieurs, de relancer avec parfois 0 résultat pendant 6 mois. Alors, en réalité, ce n'est pas 0 résultat. On va y voir on va y revenir ça avec le dernier point, mais c'est 0 résultat visible, c'est-à-dire pas de chiffre d'affaires. Le troisième point, je l'ai déjà dit, c'est faut être tenace, il faut accepter de pouvoir supporter un effort dans la durée, donc y compris au niveau de vos équipes commerciales. C'est pas facile de pilonner un secteur dans lequel on a peu de résultats. Pour le moral des équipes commerciales, c'est pas toujours facile, donc il faut arriver à les mobiliser, les motiver et puis leur donner une vision. Et puis pour finir là-dessus, je pense qu'il y a 2 conditions très importantes. La première, c'est qu'il faut très vite passer à l'action. Bien sûr, il faut planifier, ayez un plan stratégique, ayez un projet, mais il faut très vite passer à l'action. Et donc, c'est ce qu'il y a de plus important. Il n'y a que dans la phase d'action et d'assaut, en quelque sorte, vis-à-vis d'un secteur, qu'on comprend vraiment ce qui se passe. Bien sûr, on peut faire des études, on peut faire des analyses préalables, on peut faire tout ce qu'on veut, mais c'est véritablement en friction avec le secteur qu'on commence à piger ce qui se passe et qu'on peut éventuellement éliminer certains sous-secteurs et ainsi de suite. Et donc, je termine sur le dernier point qui est à mes yeux très, très important, c'est que justement, pour pouvoir faire tout ça avec le maximum d'efficacité, vous devez
chercher à employer, à adopter le maximum d'outils de productivité commerciale? Est-ce que vous avez un CRM? Est-ce que vous avez commencé à faire un peu de marketing digital de façon à attirer également les contacts de la cible visée vers vous? Est-ce que vous avez organisé de la traçabilité de vos actions? Tout ça, c'est très important parce que c'est ça qui va permettre dans une boucle extrêmement rapide d'apprendre finalement. C'est une boucle essai-erreur, il n'y a pas de mystère par rapport à ça. Et c'est là que justement la relation avec un consultant, moi, me semble importante. Le travail d'un consultant, c'est a priori de vous aider bien sûr à planifier tout ça, à le mettre en œuvre, mais surtout ensuite justement à regarder, vivre cette boucle et en tirer bien sûr les conclusions parce que, encore une fois, je le répète très modestement, on est dans des boucles essais-erreurs, donc on ne peut pas savoir à l'avance ce qui va se passer. Ça n'est qu'en allant au contact de la cible et en mesurant tout ce qui se passe grâce à un CRM, grâce à des outils, qu'on peut dire, ben là, ça vaut le coup, là, on a un taux de progression intéressant, là, il vaut mieux arrêter. Voilà. Je vais m'en tenir là puisque le temps imparti est écoulé. Mais je pense que dans les différentes questions que vous pourrez poser, on pourra revenir sur ces points-là qui me paraissent effectivement très, très importants. Je laisse la parole au suivant. Merci Louis pour ce témoignage qui permet, comme on avait dit, on l'avait prévu ça dès le webinaire du 3 mars, c'est un peu essayer de démystifier les consultants, comment on travaille, comment ils travaillent dans les entreprises dans ce cadre-là. Donc merci pour ce témoignage. Donc nous allons passer au témoignage suivant, c'est la société Nobrac Emmerich Azran. Une jeune société, plus récente que les autres, qui travaille sur le domaine des composites avec une technologie particulière, il vous la présentera, et vraiment où la différenciation se fait là par l'innovation. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur une société innovante. Donc, Emmerich, je te passe la parole. Merci Jean-Philippe. Bonjour à toutes et tous. Donc, comme l'a dit Jean-Philippe, on n'est pas du tout dans la même typologie de société. Donc Nobrac est une société que j'ai cofondée avec mon associé principal en 2016 et qui est centrée sur l'innovation par la différenciation technique. Donc sans rentrer dans les détails, j'ai pas voulu vous faire de PowerPoint avec beaucoup de techniques. Juste sur la table, vous avez tout un tas de choses que vous voyez. Moi, je vais appeler des préformes. Donc on vient fabriquer des textiles qui ont la forme des pièces qu'on veut produire ensuite, dans le composite ou dans le monde du textile technique non transformé d'ailleurs. Et donc, ça, c'est vraiment une différenciation forte, fait que c'est vraiment dans l'ADN de la société. On a créé la société en partant du fait qu'il fallait qu'on fasse des choses différentes. Donc, l'énorme avantage de ça, c'est qu'on peut appliquer notre technologie à n'importe quel marché depuis le début. C'est-à-dire que notre positionnement, c'est pas du tout de dire on va faire une nouvelle braquette pour l'aéronautique ou on va faire une nouvelle pièce usinée. Non, l'objectif, c'est de trouver les problèmes de nos clients et de les résoudre avec une technologie et un ensemble d'offres. Donc ça, c'est l'avantage d'être une petite entreprise, une start-up industrielle, on se qualifie comme ça. D'où on vient, c'est important, on vient de l'aéronautique et c'est pour ça qu'on n'a pas foncé vers l'aéronautique, parce qu'on sait que c'est un marché compliqué à pénétrer, parce qu'il y a beaucoup de normes, il y a des habitudes de travail, des habitudes de conception qui sont importantes pour structurer cette industrie et pour assurer la sécurité de tous les gens qui prennent les avions. Mais c'est un point qui nous paraissait bloquant pour survivre le temps d'accéder au marché aéronautique. Donc, c'était clairement un point de départ important, ne pas se focaliser sur l'aéronautique pour vivre. Alors qu'on est, moi je suis un Blagnaquais, donc on ne peut pas faire plus dans le berceau de l'aéronautique. Mais on s'est aussi diversifié dans l'implantation géographique, c'est aussi assez important. On s'est mis à Montauban et pas à Toulouse pour prendre un peu d'air vis-à-vis de tout ça et avoir un peu moins de pression, on va dire, du monde aéronautique sur nous. Quelques chiffres sur Nobrac. Donc, création 2016, chiffre d'affaires 2019, très faible, 130 000 euros. 2020, malgré la crise, on a réussi à doubler le chiffre d'affaires. 2021, on va encore doubler, donc on va atteindre à peu près 500 000 euros. Donc, on a malgré tout une belle croissance et qui vient du fait que, justement, on a des offres innovantes qui sont basées sur la réduction des déchets, l'augmentation des performances vis-à-vis de la masse, l'intégration de fonctions, donc on peut mettre de l'intelligence dans les pièces composites. Donc, on voit vraiment que notre approche de la diversification, elle se fait par la technique et par notre offre généralisée qui est basée sur une équipe. En fait, nous, la stratégie qu'on a choisie, c'est d'embaucher des gens
pas forcément pour leurs compétences, mais pour leur agilité. C'est vraiment le maître mot que je voulais vous faire passer. C'est une agilité qui est aussi bien culturelle que linguistique et intellectuelle. C'est-à-dire qu'au-delà du CV, du diplôme, on embauche des gens. L'exemple que je prends souvent, la première personne qu'on a embauchée chez Nobrac, c'est quelqu'un qui avait un CAP travaux forestiers. Donc, on est à des années-lumière du monde des composites, mais simplement, c'est une personne qui était ouverte d'esprit et qui correspondait à notre volonté d'apporter des réponses différentes à tous les marchés, quels qu'ils soient. Donc, pour vous donner une idée de la taille, en 2020, on a commencé l'année, on était 4 personnes, on a fini l'année, on est 7 CDI, en passant par un pic de production au milieu de l'année. On est monté à 11 personnes. Pourquoi? Pour produire des masques. Donc ça, c'est un exemple de diversification fort. Le masque que je porte, c'est un masque qu'on a produit. Donc, on a utilisé notre technologie qui est à la base faite pour faire des composites, pour faire les préformes que vous voyez devant moi. Et on s'est demandé, en fait, on a été sollicité par la mairie de Montauban dans le moment de panique au mois de mars. Là, on trouvait des masques nulle part. Et la question s'est posée, est-ce qu'on peut techniquement faire des masques? Et je reviens à l'agilité. On a mis 2 jours à répondre oui et à s'engager pour produire 20 000 masques sous 4 semaines. Donc, on a acheté une machine pour faire des masques, mais pas pour faire des masques, une machine qui fait notre technologie et qu'on a utilisée pour faire des masques, qu'on a transformé pour ça. Et donc, j'y reviendrai à la conclusion de mon intervention. L'agilité mène à la culture du risque mesuré. C'est très important, c'est-à-dire que nous, notre métier tous les jours, que ce soit pour travailler dans l'aéronautique, dans le nautisme, tous les marchés que je cite là, c'est des marchés pour lesquels on travaille déjà. Le spatial, le médical, des choses complètement hors composite, le thermoformage du liège, par exemple, qui est devenu une de nos spécialités, alors qu'en fait, on ne vient pas du tout de là, vient du fait qu'on analyse le besoin de notre client, le risque qui est associé à ça, et on y va. Et je vais rejoindre ce qui a été dit avant, c'est que ce qui est très important, et alors encore plus dans notre cas, puisqu'on est tout petit et le moindre drame avec un client peut devenir assez important d'un point de vue chiffre d'affaires et donc conséquences financières, c'est qu'on a constaté qu'il fallait vraiment rebâtir la relation client-fournisseur, qui aujourd'hui, de mon point de vue, n'a pas vraiment de sens. En tout cas, il n'y a pas de hiérarchie entre un client et un fournisseur, pour nous en tout cas, et vraiment aboutir à une relation de partenariat sur le long terme. Et ça, c'est très, très important. Évidemment, il y en a un qui paye et l'autre qui est payé, ça oui. Mais l'objectif des deux, c'est d'avoir un produit, d'avoir une solution sur la table à la fin. Et donc, il y en a un qui va la commander, l'autre qui va la produire. Mais l'un n'existe pas sans l'autre de toute façon. Donc ça, c'est vraiment une clé de la diversification à mon sens. C'est être capable d'établir une relation de confiance sur le long terme, possiblement, mais pas nécessairement. Ça peut être des one-shots aussi, mais pour autant, la confiance doit exister. Donc, ce qui fait aussi qu'on va aller vers tel ou tel marché, je l'ai dit en préambule, c'est le temps d'accès au marché. Donc, pourquoi on n'a pas foncé sur l'aéronautique? C'est parce que le temps d'accès au marché est très long. Donc, notre façon d'aborder les sujets, c'est donc toujours avec des bureaux d'études, que ce soit des grands groupes, des ETI ou même des PME, c'est de leur faire comprendre qu'on peut faire ce qu'ils font aujourd'hui, mais différemment, basé sur notre technologie. Pourquoi? Pour gagner du temps, pour gagner de l'argent, pour gagner de la qualité, pour gagner des fonctionnalités dans ce qu'ils font. Et aujourd'hui, évidemment, pour avoir une croissance la plus forte possible, mais malgré tout, en cohérence avec les équipes qu'on doit faire grandir aussi, c'est aller vers les temps d'accès au marché les plus courts. Et donc, on voit qu'aujourd'hui, notre marché principal, c'est le marché du sport et loisirs, qui représente à peu près 30% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui, qui va continuer d'être une part significative. Le luxe, 20%, un temps d'accès au marché aussi relativement court. L'aéronautique, aujourd'hui, ces 15% là, c'est un peu un trompe-l'œil, c'est-à-dire que ce n'est pas de la production, c'est du développement. Aujourd'hui, on développe des produits qui seront en service en 2030 dans les avions. Comme je vous le disais, beaucoup d'autres marchés. Le cœur de Nobrac, c'est, comme je l'ai dit, nos équipes. Et nos équipes font évidemment aussi du réseau. Ça a été dit précédemment. Et dans la diversification, ce qui va compter, c'est la présence sur les réseaux sociaux, mais pas forcément active. C'est aussi une présence de veille, très, très important. Regarder ce qui se fait dans les différents domaines. Et évidemment, c'est plus facile pour nous qui offrons des solutions disruptives technologiques. C'est sûr que quand on est usineur depuis 45 ans, c'est plus difficile d'envisager une offre disruptive. Pour autant, c'est toujours possible.
Et c'est là où l'état d'esprit, l'agilité dont je parlais tout à l'heure est déterminante dans les équipes. Par contre, évidemment, il y a des points durs à tout ça, hein. Le tableau n'est pas idyllique. Le plus compliqué, c'est l'immobilisme et l'habitude. En fait, pour réussir une diversification, ou en tout cas persuader un client qu'il faut qu'il change sa façon de faire, c'est extrêmement coûteux en temps, en énergie. Pour autant, et là c'est peut-être une chance qu'on a, mais on a un taux de transformation de devis, pour reprendre ce qui a été dit avant, qui est très élevé. C'est-à-dire que quand on en arrive au stade où on fait un devis, en fait, la partie est déjà jouée pour nous. Quand on est passé après le stade technique d'analyse du cahier des charges, une revue de conception commune avec le client et nous, on en arrive, s'il y a une solution technique pour nous, en général, le devis est à 95% signé. C'est très très rare qu'on revienne en arrière. Et de la même façon, une fois que le client a adopté cette solution, ça devient un prescripteur. Et ça, c'est pareil. Pour la diversification, c'est très important. Nous, aujourd'hui, à peu près la moitié de nos clients de 2021 sont des clients qui ont été prescrits par nos clients de 2020, 2019 et 2018. Donc ça vient aussi, comme je le disais, du fait qu'on a une culture de l'innovation et une offre différenciante. Mais voilà, je tenais à en témoigner. Après, ce qui va être aussi difficile, et ça, on y est confronté aujourd'hui, c'est qu'on a une croissance, mais croître, c'est pas simple. Et pour notre objectif, c'est de maintenir l'état d'esprit d'agilité dont je parlais dans la croissance. C'est-à-dire qu'en 2021, on va être une petite dizaine de personnes. 2022, on sera certainement entre 15 et 20. Et maintenir une agilité permanente qui va de l'activité de développement, chiffrage, vente, qu'on se répartit dans l'équipe, c'est plus facile quand on est 7 que quand on est 20. Ça, c'est une évidence. Pour conclure, je vais revenir sur le point dont je parlais tout à l'heure, qui est la relation client-fournisseur. Dans la diversification, pour avoir une prescription maximale du client vers un nouveau client plus tard ou une autre application chez ce même client, il est très important d'établir une relation de confiance, c'est-à-dire que de la même façon, d'un point de vue financier, notre façon de travailler, c'est une façon aussi transparente de chiffrer pour nos clients. C'est-à-dire qu'on leur explique dans le détail, on partage des chiffres qui ne sont pas forcément habituellement partagés, on partage nos marges, par exemple. Je ne sais pas évidemment comment tout le monde fait, mais une relation de confiance permet d'établir une relation sur le long terme et donc de maximiser la pénétration et la stabilité dans un marché. Voilà, je crois que je suis arrivé au bout du temps et au bout du propos que je voulais vous présenter. Merci et du coup, Jean-Philippe, je te rends la parole. Merci Brice pour ton témoignage. Donc, on voit bien là une entreprise un petit peu différente, plus petite, qui a démarré plus tard aussi, bien évidemment, et avec une stratégie de différenciation par innovation qui, sur l'espace diversification ou sur le thème diversification, permet on découvre d'autres types d'actions qui sont menées ou d'autres façons, entre guillemets, d'envisager la diversification. Dernier témoignage donc, concernant les entreprises. Donc, je vais céder la parole au groupe MH Industrie de Mathieu Hed, où dans cette trajectoire-là, nous avons affaire à un groupe industriel où il y a eu de la croissance externe et il y a par contre aussi, bien évidemment, sans vouloir déflorer ses propos, la diversification est un choix stratégique de l'entreprise. Mathieu, je vous cède la parole. Oui, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Mathieu Hed, donc juste une présentation très rapide. J'ai hérité de mes parents d'une fonderie d'aluminium dans le nord du Lot qui s'appelle la société Dias. Quand je suis entré dans la société il y a 17 ans, elle faisait environ 3 millions de chiffre d'affaires, 40 personnes. Et aujourd'hui, je dirige un groupe de 5 unités, 5 métiers différents, 280 personnes, 22 millions de chiffre d'affaires. Qui vont de la chaudronnerie à la tôlerie, à l'embêtissage, à la fonderie, à l'usinage, au traitement de surface, aux outillages. 4 unités en France, une en Espagne. J'ai un parcours un tout petit peu différent de celui qui était mes noces passées, même si je retrouve un certain nombre de données. Nous, la diversification, c'est pas un choix qui s'impose à nous. En fait, c'est un pilier de notre développement. On l'a toujours voulu comme ça pour une raison très simple, c'est que très tôt, j'étais assez traumatisé
J'ai été traumatisé parce que j'ai fait quelques années dans l'automobile et les taux de dépendance dans l'automobile étant ce qu'ils sont, vous vous apercevez qu'en fait, c'est compliqué de pérenniser une activité avec ces taux de dépendance. Et à l'inverse de l'intervenant précédent, très rapidement, dans les premières années où j'ai dirigé l'entreprise familiale, j'ai eu la visite d'un client qui représentait 25% de notre chiffre d'affaires et qui m'a dit que si je ne baissais pas mes prix de 5 ou 10% cette année, il se barrait et il nous plantait. Donc, en termes de confiance, c'est un peu compliqué. Et surtout, je me suis aperçu que je ne pouvais pas dire autre chose que oui. Et donc, de ces deux traumatismes sont nés vraiment une volonté de dire non, on doit, sur l'aune d'à peu près toutes nos décisions stratégiques, mettre en avant la diversification. Pourquoi? Parce que je veux croître, mais je veux aussi pérenniser nos sociétés. Et la pérennité de nos sociétés dépendra, sur le long terme, d'une diversification la plus étendue possible. Et donc, aujourd'hui, en fait, la diversification chez nous, elle est chaque décision, et je reviendrai dessus un petit peu plus tard, et regarder à l'aune de la diversification qu'elle procure et qu'elle ne doit pas remettre en cause. Tout client qui dépasse 10% commence à être regardé d'un peu plus près. Un client ne peut jamais dépasser 20% de notre chiffre d'affaires. Et aucun secteur d'activité ne doit dépasser 30%. Alors pourquoi 20%? C'est qu'en fait, on estime que c'est la limite à laquelle un client qui part du jour au lendemain ne vous tue pas. À 25%, quelqu'un qui part du jour au lendemain, il vous tue. Parce que vous n'avez pas une capacité à retrouver ces marchés-là. Donc en fait, on a estimé à 20% qu'on pourrait survivre. Aujourd'hui, comme vous voyez sur le slide, on a deux secteurs d'activité à 25%, l'industrie et le bâtiment. Et on n'a que deux clients qui font plus de 10% de notre chiffre d'affaires, un qui fait 14, un qui fait 11, et on a plus de 320 clients différents. Donc aujourd'hui, on est dans une situation qui est à peu près stable. Ce n'est pas toujours le cas en fonction de notre croissance, en fonction de notre croissance externe. De temps en temps, on se retrouve avec un client qui va être un peu plus gros, et ainsi de suite. Et pour l'instant, on est à peu près stable et ça nous va bien. Chaque année, on fait une analyse fine de notre marché, de notre part de marché, de l'évolution de celle-ci en fonction des nouveaux développements, des nouvelles arrivées. Et on regarde chaque client consolidé. Par client consolidé, on veut dire, on va travailler avec Stelia, par exemple. Stelia, sur le papier, ils font 0,05% de chiffre d'affaires, mais par contre, on travaille avec 10 personnes qui travaillent pour Stelia. Bah, finalement, on va consolider ça. Il ne faudra pas que ces 10 personnes, l'un avec l'autre, ils fassent plus de 20%. Et on va aussi consolider les marchés. OK, on a un client, il n'est pas vraiment affilié à un secteur d'activité, mais sur cette branche d'activité-là, il est dans ce secteur d'activité-là. Donc là, on va faire aussi attention à ça. Et on va aussi faire attention aux véhicules, les produits sur quoi ils se font. Par exemple, si on fait 18% dans l'aéro, par exemple, mais si on a 18% juste sur la 350, là, on va commencer à s'en inquiéter. Donc, on va vraiment assez finement. Et ressort de cette analyse des consignes données à nos activités commerciales qui seront quels clients développer, quel secteur développer, ou à contrario, quel secteur ne plus développer, quel secteur il faut diluer, c'est-à-dire on va arrêter de développer avec eux, il faut qu'on grossisse pour que ça se dilue, voire quel secteur ou quel client il faut diminuer, parce qu'on est trop et on dépend trop. Donc, se couper un bras. C'est pas facile. Hein. C'est pas tout à fait facile. Et on a un certain nombre de KPI aussi qui vont suivre en fait ces indicateurs-là, c'est-à-dire qu'on suit le nombre de prospects, on suit le nombre de clients nouveaux tous les ans, on suit le nombre de secteurs nouveaux tous les ans. Et on a des objectifs dessus. Je reviens sur chaque décision parce qu'en fait, souvent, on a l'impression que la diversification, c'est juste aller chercher un nouveau client. Et en fait, c'est pas juste ça. Pour nous, chaque décision est faite au regard de la diversification. Donc, j'en ai cité quelques-unes, mais c'est vraiment tout. Donc, forcément, le choix des nouveaux clients, ça c'est sûr, mais ce n'est pas uniquement ça. Ça peut être aussi le choix des recrutements, des compétences. Typiquement, on va essayer de recruter un petit peu ce qui a été dit, des profils différents, qui viennent d'univers différents, notamment les commerciaux. Nous, on a 10 commerciaux dans le groupe.
Il n'y en a pas un qui vient d'un secteur. Il y en a un qui a de l'appétence pour la défense, il y en a un qui a de l'appétence pour le ferroviaire, il y en a un qui connaît très bien le marché du bâtiment, il y en a un qui connaît très bien l'aéronautique, il y en a un qui connaît très bien l'automobile. Et chacun vient avec sa connaissance du marché, sa connaissance des salons, la connaissance des acteurs, les gens qui comptent, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc, les compétences, les recrutements, c'est important. Le refus aussi d'avoir certaines compétences qui seraient trop ciblées. Par exemple, si on me demande des techniciens très pointus sur un domaine d'activité, mais qui ne pourraient être utilisés que sur un secteur d'activité, on va se refuser à répondre aux sollicitations de nos donneurs d'ordre. Certains investissements, de la même façon, s'ils sont trop dédiés à un secteur d'activité, on va vraiment voir s'ils ne sont pas prédominants par rapport à notre capacité à les amortir sur cette juste petite part d'activité avec ce marché-là. Clairement, les normes et les certifications. Aujourd'hui, on a 320 clients dans plein de domaines d'activité. On est juste ISO 9000. Pourquoi? Parce que chaque autre norme serait trop spécifique. On se refuse à être NADCAP, par exemple. Et pourtant, j'en ai eu des sollicitations. On a des activités de traitement de surface et de peinture. On a eu beaucoup de sollicitations, des gens qui nous ont dit moi, si vous n'êtes pas NADCAP, je ne viens pas. Bah, ils ne viennent pas. Parce que moi, je ne serai jamais NADCAP, parce que je ne serai jamais l'amortir sur la part aéronautique qui fait que 5 à 10% de mon chiffre d'affaires. Et c'est même sur notre stratégie à long terme. Notre stratégie à long terme, rapidement, on s'est aperçu que mon métier initial, c'était la fonderie. Si je grossissais trop sur la fonderie, si je dépassais à peu près 15 millions de chiffre d'affaires, aujourd'hui, notre activité fonderie, c'est 11 millions, je serais forcé d'aller sur un seul métier qui est l'automobile. Parce que en fait, tous les acteurs qui font plus de 15 millions dans le monde entier, ils ne font que l'automobile. Et bah, donc, ça veut dire qu'on s'interdit sur ce métier-là de dépasser 15 millions de chiffre d'affaires. En termes de stratégie, ça veut dire que notre croissance, puisqu'on veut faire plusieurs centaines de millions de chiffre d'affaires, in fine, on devra aller les chercher ailleurs. Et donc, dans notre croissance externe, on va aller chercher d'autres métiers, parce que si on sait qu'on si on était resté sur ce métier-là, en fait, notre diversification n'aurait plus été possible. Et donc, en fait, tout est fait à l'aune vraiment de cette diversification. C'est toute décision, et je rejoins l'intervenant de Quadrium, c'est une vraie stratégie à long terme, et ça se fait vraiment au niveau de la direction générale. Hein. Toute stratégie est faite à l'aune de la diversification et ne doit pas la mettre en disbut. Nos croissances externes aussi sont faites à l'aune de la diversification. On a acheté une chaudronnerie, une tôlerie il y a 2 ans. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle nous a amené 2 nouveaux secteurs d'activité qui étaient le ferroviaire et la défense, qui étaient des secteurs dans lesquels on était peu et qui représentaient quasiment 100% de son activité à elle. Et donc, elle nous a amené à la fois des nouveaux clients dans ces secteurs d'activité-là, des clients qu'on aurait des années en fait à aller chercher. Et elle nous a amené aussi des compétences. Le commercial de cette unité-là, il est incroyable. Il a 20 ans d'expérience, il connaît tous les véhicules, il connaît tout ça. Et ça, c'est des choses qui sont vraiment très intéressantes pour nous parce qu'après, la diversification, elle est beaucoup plus simple quand vous avez des gens qui connaissent ce secteur d'activité. Et ça ne vend pas. Ça vend pas. Mathieu, parce que ça demande beaucoup d'unité là. Mathieu, vous pouvez parler juste un petit peu plus. Est-ce que vous pouvez parler juste un petit peu plus fort, s'il vous plaît? D'accord. Donc voilà un petit peu la chose. Même les rémunérations, le système de rémunération est vu au niveau de la diversification. Pour une raison très simple. Par exemple, si vous rémunérez vos commerciaux aux variables, ben vous ne pourrez pas leur demander, de ne pas chercher à se diversifier parce que ça sera plus long et plus dur. Ils vont d'abord chercher à avoir des clients fidèles qu'ils connaissent pour se développer, pour avoir leur bonus. Donc, en fait, ça nous a obligés à revoir en fait, ce système. Et donc, ils sont au fixe. Ce qui veut dire que si on leur dit pendant 1 an, tu ne développes aucun de tes clients parce qu'ils sont trop gros, tu ne cherches que des nouveaux prospects et ça ne fait rien si tu n'en trouves aucun. Mais l'important, c'est d'avoir des noms et que si ça prend 2 ans, ça prendra 2 ans. Il faut qu'ils puissent ne pas être sanctionnés financièrement à ça. Et donc, en conclusion, c'est un choix stratégique et c'est plus dur. C'est plus dur en interne de faire vivre plein de marchés différents, plein de fonctionnements différents, et c'est plus dur aussi en externe de le faire valider et accepter par vos clients. Mais juste pour vous donner une idée, le bonus que ça apporte, c'est un vrai
Aujourd'hui, on est plutôt très défensif. Hein. Nous, notre actualité aujourd'hui, c'est plus de 20% de chiffre d'affaires cette année. Et donc, voilà. Et donc, on doublera de taille sûrement dans les 2 prochaines années, à travers de la croissance externe aussi. Voilà. Merci Mathieu. C'est sûr que on voit bien qu'il y a la vision stratégique et que par contre le pilotage de tout ça doit être quand même sacrément difficile parce que on conçoit parfaitement la motivation des équipes, des commerciaux, de leur dire qu'on ne peut pas répondre. Enfin, il y a dans votre témoignage plein de choses qui sont quand même intéressantes à prendre en compte. Donc vous restez avec nous pour les futures questions-réponses. N'hésitez pas, on me dit que c'est un peu tiède là concernant les questions. N'hésitez pas à poser des questions puisque les intervenants seront encore avec nous. Donc n'hésitez pas à poser des questions si nécessaire. Je vais juste prendre la parole 2 secondes. Je me suis aperçu que Louis avait quand même pas mal parlé de ça, mais quelque part, on tenait quand même à vous présenter sur ce slide qui ne ravira pas les spécialistes de l'appui à la diversification, on est bien d'accord, mais de bien montrer effectivement qu'on va toucher à travers cette démarche toutes les composantes de l'entreprise. Avec une dimension stratégique, bon, ben, il va falloir déterminer la stratégie. Est-ce que c'est la croissance externe, nouveaux marchés, des offres techniques, de l'engagement de la direction, de l'évaluation des besoins, du plan d'action, peut-être aussi des opportunités de partenariat. C'est aussi notre façon de se diversifier. Il va y avoir la gestion de communication interne-externe et toute une partie suivie. Et après, ben, on touche les composantes fonctionnelles de l'entreprise, les ressources humaines. Je crois que vous avez vu à travers les 3 témoignages d'entreprise, et même celui de Louis, vous avez vu un petit peu tout ça. C'est-à-dire, bon, finalement, quand je suis au début, est-ce que je crée une équipe spécifique ou pas? Est-ce que je recrute pas? Bien sûr, sur le secteur visé. Comment je motive mes équipes, hein, je crois que ça a été déjà indiqué un petit peu par les intervenants. Sur l'aspect commercial, marketing, ben, finalement, si je veux rentrer sur un nouveau marché, ben, comment j'identifie des prospects? Est-ce que je participe à des salons? On a bien entendu parler aussi de la gestion des ressources, front office, back office. Et je rajouterai aussi, parce que je pense que c'est quand même important, cette stratégie partenariat, mais on peut aussi trouver des partenariats commerciaux qui nous ouvrent des nouveaux marchés. Et en ce qui concerne ben, l'offre dite technique, hein, bien évidemment, il faut identifier ses produits, ses services clés. Il faut voir si on doit les faire évoluer vis-à-vis des nouveaux marchés que l'on souhaite atteindre. On a entendu 2 ou 3 fois un petit peu cette notion de flexibilité des processus de production, des coûts de structure, la qualification et certification. Il y a tous ces éléments-là qui sont aussi à prendre en compte. Et ben, aussi, autre notion, l'ouverture de partenariats technologiques. À travers ce slide, en fait, ce qu'on vous présente, c'est si vous avez envie, en tant qu'entreprise, de venir travailler avec nous ce sujet, ben, c'est peut-être un petit peu à travers tout ça qu'on aura une méthode de questionnement simple qui nous permettra éventuellement d'avancer avec vous et de pouvoir vous proposer un plan d'action, tout en restant modeste par rapport à cet accompagnement. Mais on va dire qu'il peut y avoir plein de choses qui peuvent vous relier avec un consultant parce qu'il en a besoin, faire des salons, etc. Et donc, c'est un petit peu cette logique-là. Simplement bien se dire qu'on touche vraiment toutes les forces vives de l'entreprise. On va passer donc à la dernière présentation, qui est la présentation de Irène Mailestra de la région Occitanie. Jante féminine qui passe en dernier, pas trop élégant, n'est-ce pas? Mais merci Irène pour cette présentation qui va permettre aux entreprises rapidement de pouvoir découvrir un petit peu ce qui peut se faire dans ce domaine en matière de soutien. Merci Jean-Philippe, bonjour à tous. Alors oui, effectivement, je passe en dernier, mais c'est bien d'avoir eu tous les témoignages avant pour pouvoir bien comprendre finalement toutes les étapes de la diversification et ce que nous, on peut vous apporter en termes d'aide en fait à ce développement. Alors, je voudrais juste refixer un petit peu le cadre. Tout ce travail est en place dans le cadre du plan de relance aéronautique régional qui a été voté en juillet dernier. Donc, un des axes forts qui a été identifié pour faire face au trou d'air de la filière aéronautique, c'est l'axe de la diversification. Et dans ce cadre-là, ont été mis en place des animations par l'agence ADOC et en partenariat avec le pôle, mais également est mis en place un parcours d'accompagnement dédié à chaque étape de votre projet. Donc, vous pouvez le voir en fait affiché ici, c'est un petit peu dense, mais l'idée, c'est que vous ayez vraiment toutes les informations en termes d'accompagnement financier
qui est lié à la diversification sur ce slide. Donc, il va vous être donné à la fin du webinaire et dessus, vous aurez tous les liens pour pouvoir avoir des informations un petit peu plus détaillées en fait, de tous ces dispositifs. Donc, quand on parle de mise en place d'un parcours, d'une part, on parle de mise en place de dispositifs dédiés, mais également d'accompagnement personnalisé. Donc, vous pouvez être accompagné à toutes les étapes de ce parcours pour identifier finalement à quel moment vous en êtes dans le parcours par l'agence ad hoc, également par le pôle. Et l'agence ad hoc, notamment, peut vous accompagner pour identifier quelle est votre potentielle diversification et quelles sont les étapes auxquelles vous devez rentrer dans le parcours. Donc voilà, n'hésitez pas à faire appel à eux pour pouvoir avoir des informations et pouvoir faire un espèce de pré-diagnostic ou du moins d'identification de quelles sont les aides qui pourraient être les plus pertinentes pour vous. Donc si on rentre au niveau de ce parcours d'accompagnement, vous allez avoir donc les différentes étapes qui vont du diagnostic préalable jusqu'au développement commercial et à l'investissement matériel. Donc pour le diagnostic préalable, vous pouvez faire appel au parcours Industrie du futur phase 1. Alors ça paraît un peu peut-être hors champ quand on parle industrie du futur, mais le parcours industrie du futur tel qu'il a été pensé à la région Occitanie permet d'identifier tous les leviers d'action de l'entreprise, des leviers de performance. Et dans le levier de performance, il y a aussi toute la partie diversification. Donc ça peut vous permettre d'identifier vos leviers face à la crise, dont la diversification. Ensuite, vous pouvez faire, au niveau de l'identification des marchés potentiels, vous pouvez faire appel au pôle pour des achats d'études groupées. Donc, Philippe Walter, ici présent, pourra peut-être vous en dire plus si vous avez des questions sur ce sujet-là. Vous pouvez aussi faire appel au contrat expertise qui vous permet en fait de financer tout un accompagnement par un expert. Donc, ça concerne par contre uniquement les PME et on peut aller jusqu'à une prise en charge de 50% des dépenses, jusqu'à 50 000 €. Ensuite, il y a également le contrat innovation et le Redinov qui vous permettent en fait de financer l'innovation en lien avec une diversification, qui pourrait être aussi le financement de preuves de concept pour transférer des technologies que vous avez développées dans l'aéronautique sur de nouveaux marchés ou développer des produits en propre sur des contrats individuels, mais également sur du collaboratif avec du Redinov où vous pourrez aussi faire appel à du partenariat avec des laboratoires. Ensuite, sur la phase développement commercial et investissement matériel, vous pouvez utiliser le contrat croissance, également le contrat expertise sur la phase développement commercial qui permet éventuellement de faire appel à des experts pour aller chercher ces nouveaux marchés. Et ensuite, dans le cadre du plan de relance, nous avons mis en place le Pass aérospatial qui est un dispositif d'accompagnement dédié à la filière aérospatiale qui vous permet en fait qui couvre un petit peu tous les champs de l'identification des marchés jusqu'au développement commercial et même à l'investissement matériel. Je pense qu'il faudrait que je modifie la slide puisqu'il y a effectivement l'investissement matériel et qui concerne les PME et les ETI de moins de 500 personnes qui sont des entreprises industrielles. Donc on peut aller jusqu'à 50% des dépenses et jusqu'à 60 000 € d'aide. Et l'avantage, c'est que c'est un dispositif qui est assez rapide d'attribution, puisque normalement, il doit pouvoir être débloqué en 8 semaines. Par contre, le seul prérequis, c'est d'avoir fait un diagnostic 360 avec un expert extérieur qui puisse vous aider à identifier justement vos leviers d'action face à la crise. Et en fait, la conclusion de ce diagnostic servira pour l'instruction, pour valider le fait que la diversification que vous engagez est bien pertinente par rapport à l'entreprise. Ensuite, il y a il y a le parcours Open Dive qui a été lancé, c'est une action pilote qui a été lancée avec le CEA Tech, l'UFTMIP et Toulouse Tech Transfer, qui doit servir à vous accompagner sur la diversification par l'innovation et le transfert technologique, donc avec les acteurs de la recherche publique. Donc sont concernés les PME et ETI qui ont des produits en propre ou qui souhaitent en développer. Donc c'est un accompagnement qui est plus long puisqu'il a d'une durée de 18 à 30 mois. Et après sont pris en charge les coûts liés à la recherche publique pour la mise en place de la preuve de concept. Ensuite, sur le développement commercial, on a également le Pass Export qui permet de financer la participation à des salons à portée internationale. Donc, les salons qui avaient été notamment présentés par Philippe, qui pourraient relever de salons internationaux sur lesquels il y a une participation donc, d'acteurs étrangers. Voilà, donc je pense que la slide est assez complète. Vous avez pas mal d'informations.
Voilà, je reste à votre disposition si vous avez des questions spécifiques. Mais après, du coup, vous aurez tous les liens vers les dispositifs et bien sûr, voilà, l'agence ou moi-même, nous pourrons vous guider pour vous expliquer un petit peu plus en détail de façon individuelle ces dispositifs au besoin. Merci Irène. Merci Irène pour ton intervention. Par rapport à cette démarche, voilà, vous savez depuis le webinaire du 3 mars que l'on a une page spécifique sur le site d'ADOC où on va positionner certaines informations, justement comment on va commencer à travailler les échanges sur le potentiel diversification avec les entreprises. Je tiens à préciser qu'on le travaillera aussi avec les collaborateurs d'Aerospace Valley qui sont co-organisateurs de ce webinaire. Nous aurons, vous avez aussi l'agenda. Alors, je vais revenir sur l'agenda juste 10 secondes. Pourquoi? L'agenda, c'est là où on porte tous les salons, les conventions d'affaires que nous mettons en place dans le cadre de ces actions. D'accord? Et ce qu'il y a de très important pour nous, c'est que vous comprenez très bien qu'un salon, une convention d'affaires, on aime bien 1 mois, 2 mois, 3 mois avant que l'entreprise puisse capter l'information pour qu'on puisse travailler avec elle dans la préparation de ces démarches. Ça, c'est très important. Ça veut dire que pour ceux qui ont vraiment envie, qui ciblent un secteur, qui voient qu'il y a quelque chose qui les intéresse, regardez l'agenda et contactez-nous pour être dans les temps, pour pouvoir travailler cette démarche. Ça, c'est très important. Vous verrez bien évidemment des éléments sur les dispositifs financiers. Vous avez la page. Le plan de relance cité par Irène et les mesures de soutien sont disponibles sur le Hub Entreprendre. Vous avez l'adresse ci-dessous. Voilà, donc là, les interventions sont terminées. Nous avons donc maintenant, je vous propose à tous les intervenants éventuellement de rebrancher leur caméra et leur micro si possible. Nous allons prendre quelques questions. Il est 12h. Bon, ben voilà, on a un petit quart d'heure. Si on veut respecter tous les délais, on a un petit quart d'heure pour quelques questions. Et c'est Stéphane qui s'occupe de ça. Voilà. Bonjour à tous, je n'ai pas eu l'occasion encore de vous saluer. Donc oui, mais quelques questions qui sont arrivées, effectivement, et des retours positifs sur la qualité des retours d'expérience qui sont vraiment très intéressants et c'est souligné par les participants. Une première question qui est adressée à Mathieu L, qui est une demande de clarification, si c'est possible, sur la contribution que vous avez évoquée, la contribution du système de rémunération pour la mise en place d'une stratégie de diversification. La statistique peut-être, comment vous avez instauré ce système? En fait, comme souvent, c'est parce que vous apercevez que ça ne marche pas qu'il y a un problème. Grosso modo, le souci sur lequel on a été confronté à un moment donné, c'est qu'on avait des primes, comme souvent pour les commerciaux, variables, à l'obtention d'un certain nombre de marchés et l'obtention d'un certain nombre de clients, et notamment des prises de commandes de chiffre d'affaires, somme toute assez classiques. Et il y a une année, en fait, on s'est aperçu qu'on dépendait trop de certains clients et on lui a dit, on avait dit à notre commercial à l'époque, tu arrêtes de développer avec ces clients-là. C'est-à-dire que tu leur dis pas non, mais tu fais en sorte de jamais être choisi. On ne veut plus rien prendre avec ces clients-là. Or, lui, il devait continuer à garder un petit peu de lien avec eux pour ne pas les perdre parce que ça devait rester un gros client. Et en fait, il devait passer du temps sans que ça soit rémunérateur pour lui parce qu'il n'avait aucune chance de prendre des affaires chez ces gens-là, on lui interdisait. Et pour autant, comme ça a été dit par les autres intervenants, c'est très long de démarrer chez un autre client. Et donc, grosso modo, on lui disait, en fait, on t'oblige à ne pas avoir ta prime à la fin de l'année. Ben ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher parce que vous démotivez tout de suite votre collaborateur ou votre collaboratrice. Et donc, en fait, il faut le désintéresser. Il faut le désintéresser à obtenir du chiffre d'affaires. Et donc, en fait, on a dû revenir sur ce système en disant, voilà, en fait, tu vas suivre des consignes. Des fois, on te dira de ne pas aller prendre du tout de chiffre d'affaires et de faire juste de la prospection. Ce n'est pas normal que tu sois… Alors, on aurait pu changer un petit peu les KPI et faire ça, mais c'était un peu plus compliqué parce qu'en fait, on a commencé après à mettre des primes au nombre de prospects qu'ils allaient voir. Et en fait, ils étaient tout le temps sur la route et on ne ramenait rien non plus. Donc finalement, voilà, on a
Il y a plusieurs types, je pense qu'on n'a pas forcément la solution, mais par contre, il faut faire attention à ça. Il faut faire attention à ce que même le système de rémunération ne vienne pas à l'encontre de votre volonté de diversification. Ça peut aller jusque-là, en fait, qu'il faut regarder. Je ne sais pas si j'ai répondu, si c'est assez clair. Oui, oui, mais donc du coup, c'est vraiment à adapter au fur et à mesure. C'est ce que l'on en comprend en fonction des profils et justement des contrats et des prospects que l'on peut viser parce que c'est pas forcément évident et c'est un choix stratégique qui est difficile. J'imagine tant en tant que dirigeant que en tant que commercial pour sa rémunération, quoi. Oui, il faut faire attention que certaines process dans votre organisation ne viennent pas à l'encontre de cette volonté de stratégie. Du coup, ça me permet d'enchaîner sur d'autres questions qui vont être en lien avec ça finalement. Donc, une question qui vient sur le volet, mais finalement, préparation, on revient un petit peu à la genèse de la stratégie de diversification. Quand on veut aborder de nouveaux secteurs d'activité, même si on part, comme M. Gomino l'a évoqué, en restant sur nos savoir-faire, nos produits cibles pour aborder de nouveaux secteurs d'activité, il y a toujours, malgré tout, un besoin de compétences techniques et commerciales qui sont nécessaires à mettre en œuvre, mais sans qu'il y ait encore de commandes. Donc, ça veut dire que ce n'est pas encore rémunérateur. Et la question qui vient en suivant, c'est est-ce qu'il faut lancer finalement des formations spécifiques sans qu'on ait encore les commandes et le besoin véritable, et sans le connaître finalement, le besoin par rapport aux débouchés que l'on trouve. Alors, je ne sais pas qui se sent de répondre à cette question. Est-ce que c'est M. Gomino qui veut prolonger ou d'expérience les entreprises, si vous avez le cas? Ben moi, pour ma part, je peux en témoigner dans le sens où c'est exactement ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Ça veut dire que là, on est en train, très concrètement, hein, de se renseigner donc, pour passer des normes de qualification spécifiques pour le ferroviaire, alors que le ferroviaire aujourd'hui est encore très marginal dans notre chiffre d'affaires. Donc oui, c'est clairement de l'argent à sortir sans retour sur investissement à court terme. C'est très clair. Oui, moi, j'ajouterais également que en fait, ça dépend beaucoup de la situation financière de l'entreprise. Hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez les moyens de supporter une ressource supplémentaire qui sera, entre guillemets, non productive pendant un certain temps, ben, vous le faites parce que ça va vraiment vous aider dans votre stratégie. Mais si vous êtes déjà coincé en termes de trésor ou autre, c'est trop tard. J'ajouterai un dernier point qui a été évoqué, je crois, par Mathieu, il me semble, et qui est très intéressant et très important, c'est que si, en revanche, si vous avez un petit peu d'aisance financière ou si vous êtes adossé à un groupe, comme le sont parfois certains de nos clients, l'intérêt, c'est que vous pouvez aussi raisonner en termes de croissance externe. Et en termes de croissance externe, vous résolvez instantanément toutes ces questions-là. Ça pose d'autres problèmes, mais vous résolvez instantanément toutes ces questions d'avance de phase par rapport à un secteur, de capacité technique et d'ajustement. Je voulais juste rajouter un point aussi sur l'agilité des équipes. Alors évidemment, la situation de Nobrac, une petite équipe très concentrée, c'est très différent d'un groupe de plusieurs dizaines ou centaines de personnes. Mais d'avoir la capacité de se dire que même si on ne sait pas encore le faire, on y arrivera, c'est un état d'esprit qui est difficile à supporter parce qu'après, il faut y arriver. Mais ça permet aussi de s'autoriser à y arriver pour se diversifier. Oui, moi, en complément, c'est exactement ce que M. Gomino dit. La diversification, c'est dur, c'est long et c'est moins rémunérateur. Donc, ça fait plaisir à personne, sauf dans des périodes où, de toute façon, on n'en meurt pas. Voilà. Donc, ça, il faut faire attention. Et c'est très long si on veut le faire ex nihilo avec les ressources qu'on a. Ça peut prendre des années, à mon avis. Le seul moyen de l'accélérer, c'est de recruter des gens qui viennent de l'extérieur et qui viennent avec un carnet d'adresses qui vous permet d'avoir ces contacts. Encore plus rapide, c'est de faire de la croissance externe. Vous achetez exactement comme l'a dit M. Gomino, vous l'achetez. Là, c'est automatique. Vous achetez des clients, vous achetez un secteur et vous achetez un nom. Mais bon, voilà, il faut en avoir les moyens. Mais sinon, vous avez tout le spectre de. Ça prend quelques jours en croissance externe, quelques mois avec le recrutement, quelques années si vous partez de rien.
Je prolonge du coup avec une autre question, mais qui va vraiment en complément et dans ce sens, mais peut-être du coup pour encore plus préciser la méthodologie, la stratégie sur en fait la façon dont on peut trouver ces profils-là, parce que vous avez dans chacun des expériences et des retours d'expérience spécifiques où on a vu chez RM le volet acculturation et montée en compétence des équipes. Chez Norak, c'était plutôt le côté sur l'agilité, le savoir-être et avoir des profils qui sont plutôt ouverts pour justement avoir cet état d'esprit pour aller chercher ces nouveaux secteurs d'activité. Et comme vous le disiez, Monsieur Ed, l'importance de l'expérience et du réseau dans les secteurs ciblés pour pouvoir les approcher. Donc, c'est des stratégies qui sont pas les mêmes, c'est des choix que vous avez fait en fonction de vos activités, mais comment vous procédez, en fait, c'est la question, comment vous procédez pour identifier ces profils-là et embaucher, en fait, les bons profils. Je sens qu'il y a pas forcément de... Ça c'est pas très dur, j'aurais tendance à dire. Ce qui est dur, c'est de faire le diagnostic. Nous, il y a quelques mois, on a fait, parce qu'on le met à jour régulièrement, on a refait un point sur les marchés sur lesquels on voulait être présent, les comptes sur lesquels on voulait être présent et les structures sur lesquelles on voulait être présent. Donc les structures, c'est nos commerciaux et sédentaires. Les comptes, bah, c'est des gens qui connaissent très bien ces clients-là, donc qui ont déjà travaillé pour ces clients-là dans leur ancienne expérience, si on parle des commerciaux, bien sûr. Ou des chefs de projet, c'est pareil. Et les marchés, là, c'est des gens qui ont travaillé sur ces marchés-là. Donc, typiquement, si on cherche quelqu'un dans le bâtiment, bah, on va prendre quelqu'un qui vient du bâtiment. C'est dur. Sauf qu'aujourd'hui, dans la région toulousaine, si vous cherchez un profil de chef de projet, vous avez 45 CV de l'aéronautique qui vient. Si vous cherchez quelqu'un dans l'aéronautique, c'est pratique. Mais si vous cherchez quelqu'un qui ne vient pas de l'aéronautique, en fait, il ne faut pas les regarder, ces CV. Merci. Bon, on entend que il n'y a pas forcément la solution, effectivement, ce que vous dites, on l'entend bien, mais je pense que la question vient aussi de là. C'est-à-dire que avec aussi la volonté de diversifier sur ces secteurs d'activité, il y a peut-être aussi une contrainte sur la disponibilité aussi des profils en fonction des secteurs cibles qui ne sont pas forcément la culture première sur la région. Une question. Oui, pardon. Excusez-moi, juste on peut peut-être ajouter effectivement que ce qui est très important, c'est d'arriver à intégrer dans la démarche l'ensemble de l'équipe. Ça veut dire qu'on parle beaucoup là de la partie commerciale, mais il faut la volonté aussi de toute la chaîne de production, toute la chaîne de valeur de la société dans cette diversification. Ça veut dire que oui, ok, je a raison, trouver des commerciaux dans un secteur donné, c'est pas forcément évident. Mais on va y arriver. Par contre, effectivement, il va falloir que ces nouveaux marchés, après, on arrive à les fabriquer, on arrive à les produire. Et là, donc, effectivement, ça demande vraiment une implication de toute l'équipe et une adhésion de toute l'équipe et pas que de la partie commerciale. Ça fait le lien parfaitement avec une autre question qui, en fait, c'est l'impact sur l'organisation de l'entreprise, finalement. Aborder de nouveaux secteurs d'activité. Quelles contraintes et quel impact ça a sur l'organisation globale de l'entreprise, comment on peut faire face à justement la multitude de nouveaux clients et après l'impact ou pas, parce qu'on a entendu de la part de Monsieur Ed que sur la partie qualification, c'est un choix, mais peut-être que de culture, on se dit que pour aborder des nouveaux secteurs d'activité, il faut de fait avoir des qualifications spécifiques pour pouvoir être référencé ou aborder ces marchés-là. Donc l'ensemble de l'impact finalement sur pas que l'activité commerciale, naturellement, l'ensemble de l'organisation de l'entreprise. Comment vous appréhendez justement cette contrainte-là ou cet impact-là? Donc chez ARM, je l'ai dit tout à l'heure dans la présentation, les plans stratégiques successifs en fait sont collégiaux chez nous. Ça veut dire qu'en fait l'ensemble de la société, enfin, ou en tout cas des représentants de différents services de la société sont impliqués dans ces choix stratégiques. Donc, c'est plus facile, je pense, chez nous, d'arriver à impliquer tout le monde dans cette démarche. Donc après, effectivement, je pense que c'est une grande partie une question de volonté, quoi. Effectivement, il peut y avoir effectivement des normes à passer pour entrer dans certains secteurs.
Mais de toute façon, il faut la volonté en interne. Ça, c'est absolument primordial. Et je pense qu'effectivement, donc, ces décisions collégiales, en fait, c'est quelque chose qui nous a beaucoup aidé pour y arriver. Côté Nobrac, je pense que je vais reprendre quelque chose qui a été dit par Mathieu Ed, qui est très important, c'est la versatilité des investissements. Évidemment, nous, on est une petite structure, donc on a des moyens d'investissement qui sont faibles, et on a toujours fait attention à investir dans des choses qui nous permettent de faire beaucoup de choses différentes. Et c'est ce qui était dit par Mathieu, c'est-à-dire, demain, j'achète une machine d'usinage, il ne faut pas qu'elle soit dédiée à l'inconnu aéronautique. Il faut que je puisse usiner, enfin, je donne des exemples triviaux, mais il faut qu'elle puisse être utilisée pour faire autre chose. Et ça permet de dérisquer un maximum un investissement. Et ce que je dis là pour un investissement, c'est la même chose pour de l'ARH. C'est-à-dire que si dans un BE qui fait de l'aéronautique, il n'y a pas la moindre raison que le BE ne soit pas parfaitement en capacité de concevoir un projet agricole parfaitement, parfaitement, il n'y a pas de raison. Simplement, il faut l'adhésion de tout le monde et du coup, il faut avoir des profils un peu polyvalents dans l'activité, pas forcément sur le commerce, parce que là, il faut effectivement des spécialistes, mais sur l'activité, il faut des gens qui soient capables et surtout qui veulent accepter de faire des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Et c'est là que l'adhésion globale et que ce que disait Guillaume juste avant est très, très important. C'est que d'abord dérisquer les investissements matériels et humains et avoir l'adhésion de tout le monde pour y arriver, sinon ça ne peut pas marcher. Je profite, vous avez la parole, une question qui vous est adressée, Monsieur Azran, de la part de Monsieur Abikanlou, pardon, excusez-moi. Vous apportez, donc la question, vous apportez probablement une part forte de conseils à vos clients. Ce que vous disiez en amont, et ce qui vous permet d'avoir un taux de conversion finalement de vos devis important. Mais est-ce que vous arrivez à le valoriser et si oui, comment? Alors, en fait, nous, on est obligé de conseiller nos clients parce que comme notre technologie est relativement unique, si on ne co-conçoit pas la pièce depuis le début avec eux, on risque d'arriver à une hérésie. C'est-à-dire que si en gros, je prends, je sais pas moi, un ski, les gens ils font des skis comme ils font des skis depuis des années. Et si on leur dit, s'ils nous demandent de faire le ski pareil, c'est idiot. Donc l'objectif, c'est de partir de début de leurs besoins, de leur cahier des charges. Et donc en fait, nous, le conseil, il est aussi bien technique que commercial. Et c'est pour ça que je disais qu'on essaye de nouer des liens, on va dire, d'honnêteté avec nos clients. On va jusqu'à partager nos marges, comment elles sont construites, parce qu'en fait, l'objectif, c'est que chacun gagne sa vie décemment dans la chaîne et surtout que ça se fasse. Parce qu'en fait, on peut, en tout cas, c'est notre façon de fonctionner. Si on dit, OK, on va faire sur plan ce que vous nous dites, mais qu'en fait, on a 80% d'amélioration possible si on faisait autrement, certes, on pourra leur vendre plus tard, mais c'est pas pertinent parce que, par exemple, on pourrait gaspiller moins de matière, on pourrait faire plus léger, etc., etc. Donc, c'est en capitalisant cette relation de confiance que je pense qu'on arrive à progresser avec nos futurs clients aussi, même si on ne les connaît pas encore. Déjà, ils peuvent nous être apportés par le client qui va être satisfait. Et ça, on l'a expérimenté à de très nombreuses reprises. Et c'est vraiment les meilleurs commerciaux, c'est nos clients, en fait, pour nous, aujourd'hui. On est tout petit, donc on n'a pas de commercial dédié. L'activité commerciale, c'est moi qui m'en occupe. Et très honnêtement, j'ai pas beaucoup de travail à faire parce qu'il vaut mieux que j'ai un client qui soit content pour qu'il puisse m'apporter du travail ensuite. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais j'espère. En vrai, c'est votre modèle, c'est l'investissement sur la partie pour après faire du récurrent. À nouveau, une question pour vous, Monsieur Adran, de la part de Monsieur Billard du collectif ICAR, qui vous demande si vous avez prospecté du côté de la relocalisation des textiles à base de végétaux, de chanvre ou de lin. Oui, vous voyez l'attaché caisse qui est sur ma table, il est fait en lin. Donc, nous, notre objectif, c'est de faire de la production locale. Quand je dis locale, c'est pas forcément en France, mais c'est là où elle est, la production. C'est-à-dire que demain, imaginons qu'on fasse des pièces pour Ford Amérique, on va pas les fabriquer en Occitanie pour les exporter aux États-Unis. On mettra une petite usine juste derrière l'usine Ford et on utilisera de l'agave qui vient du Mexique ou de la fibre américaine pour faire du local intelligemment. Donc oui, le lin et le chanvre, le lin, historiquement, on a commencé par ça. Vous avez une forme de selle un petit peu devant, selle de cheval en lin. Enfin, ça, c'est une valeur forte. Comme je vous disais,
j'ai pas voulu parler de technique, mais comme on veut économiser de la matière, on n'a plus aucun déchet comparativement à ce qui est fait dans l'industrie composite traditionnelle. On a 0 déchet et du coup, on peut se permettre de mettre un peu plus de matière là où il faut, comme il faut. Donc le lin est un candidat très très pertinent. On a plus d'expérience avec le lin qu'avec le chanvre parce que la structure la filière de fabrication du lin est plus mature industriellement à notre, enfin en tout cas l'analyse qu'on en fait, elle nous paraît plus mature. Mais aujourd'hui, on a testé du bambou, on a testé de la fibre de coco, de banane, enfin beaucoup de fibres naturelles qui peuvent répondre à beaucoup de sollicitations techniques tant qu'on les utilise correctement. Oui, une dernière question qui là destinée à Aerospace Valley, donc Philippe Walter, donc je pense qu'il pourra répondre sur justement les achats groupés d'études qui ont été évoqués par Irène. Comment procéder si on est intéressé par ces études et comment avoir connaissance des études qui sont disponibles? Oui, bonjour. Effectivement, le point de départ, c'est déjà d'expliquer finalement quels sont un peu les domaines qui pourraient vous intéresser. Et à ce moment-là, on peut regarder par rapport au broker initial, en tout cas avec lequel on a commencé à discuter, si elles sont disponibles ou pas. Après, le principe de l'achat groupé, comme le nom l'indique, c'est que c'est un achat groupé, quoi. Donc en fait, ce qu'on attend, c'est que les gens qui sont intéressés se manifestent pour voir si effectivement il y a des espèces de bundles là, ou de regroupements qui se font. Pour le moment, très honnêtement, il y a une seule personne qui m'a contacté. Donc avec ça, on ne fait pas un achat groupé, quoi. Ce qu'on avait publié la fois dans le webinaire précédent, qu'on a dû, je pense, republier la côté pôle ou qui va se faire incessamment, c'est les conditions un petit peu financières qui ont été négociées avec avec une entité. Encore une fois, on peut le faire avec d'autres, quoi. Donc c'était juste à titre illustratif, hein. Donc le point de départ pour essayer de répondre à la question, c'est contactez-nous, indiquez finalement grossièrement déjà dans un premier temps les domaines qui pourraient vous intéresser. Et ensuite, quand on commence à avoir des groupes qui ont la taille suffisante qui se constituent dans un domaine donné, là on peut rentrer dans les détails très concrètement. Ok, très bien, merci. Merci à tous. Philippe, je profite de ta parole. Si tu as quelques mots à dire par rapport au webinaire ou par rapport à une activité spécifique du pôle, n'hésite pas s'il y a des éléments d'information à faire passer. Oui, merci peut-être. Déjà, moi, je voudrais saluer les intervenants là, parce que leur témoignage était vraiment de qualité, très pertinent, très intéressant. Après, une réflexion personnelle, quand on parle de diversification, là, on est clairement dans du changement, quoi. Le changement, c'est pas facile, ça coûte, c'est pas rapide, ça a été expliqué plusieurs fois, étayé. Mais en même temps, il faut bien comprendre quand même pour tout le monde et en cherchant à être à la fois pas noir complètement, mais réaliste en même temps, il faut bien comprendre quand même la situation de la filière aéro, quoi. Donc on est avec un début de chaîne là, qui est le transport aérien, qui est vraiment suspendu à la situation sanitaire. Alors avec des variantes domestiques ou avec des variantes worldwide, mais en tout cas worldwide, c'est pas demain que la situation est complètement clarifiée. La production derrière, elle va suivre, mais probablement avec un retard parce que, pour diverses raisons que je ne vais pas détailler là. Et l'endroit où va se faire cette production après, c'est pas à given qu'elle va se faire à Toulouse, quoi. Enfin, pour simplifier un peu, quoi. Donc se mettre d'ores et déjà dans une démarche de réduction de la monodépendance de l'aéro. Honnêtement, personnellement, je considère que c'est vital pour une grande partie de ceux qui sont probablement aujourd'hui dans le webinaire, quoi. Donc, moi, je vous invite tous, compte tenu de tout ce qui a été dit, à vraiment vous poser la question, à vous y intéresser. Et je ne dis pas ça au détriment de la filière aéro, hein. Je dis ça y compris pour que vous soyez toujours peut-être dans la filière aéro demain, quoi. Donc, prenez-le au sérieux, écoutez tout ce qui a été dit aujourd'hui, utilisez les outils qui sont à votre disposition de par les outils de la région tels qu'ils ont été présentés par Irène ou de par l'accompagnement des différents consultants
voilà, qui peuvent vous accompagner, mais ne l'ignorez pas, intéressez-vous-y. Voilà. Monsieur Mounier? Oui, Mathieu. Oui, j'avais un commentaire parce qu'effectivement, dans le profil de la plupart des intervenants, oui, ça a été évoqué, la plupart, vous êtes des usineurs de l'aéro. Je ne voudrais pas tirer à être trop pessimiste, mais c'est un métier qu'on connaît puisqu'en fait, certains de nos clients ou fournisseurs sont dans ces métiers-là. Je ne connais aucun autre métier qui sera capable d'absorber de telles capacités telles qu'elles sont aujourd'hui sur le marché, au prix et de la manière dont elles sont faites. C'est-à-dire qu'en fait, vous aurez beau essayer d'aller sur ces marchés-là, ça sera dur d'y rentrer, et au mieux, vous y rentrerez en sabrant dans vos marges et en vendant à prix négatif, parce que d'abord, il y aura un effet d'aubaine de l'acheteur, et vous n'êtes pas du tout armé pour le faire. Je vous donne un exemple. Nous, les prix qui peuvent être pratiqués entre des pièces à peu près similaires entre le métier d'aéro et non aéro, c'est de 1 à 10 de temps en temps, de 1 à 10. Pour une raison très simple, c'est qu'on a des clients, nous, qui sont des bons clients, hein, on ne les voit jamais. Il y a des clients qui ont développé avec nous, je ne les connais même pas, je ne suis jamais allé chez eux, ils ne sont jamais venus chez nous, ils nous envoient des commandes régulières, personne ne regarde les pièces, j'ai jamais eu de non-conformité, ils ne me demandent pas un papier, j'ai besoin de 0 fonction support, ben je vais vendre la pièce 5 €. Et quand j'ai besoin de 50 certifications, 3 contrôleurs, une personne pour m'occuper des visites parce que votre client il est là tous les 15 jours, une personne de chef de projet pour répondre à toutes les questions et 50 papiers et la Bible en latin à chaque fois que vous livrez une pièce, bah ça c'est 50 €. Si votre structure est là et que vous devez vendre vos pièces à 50 €, vous aurez beau faire ce que vous voulez, aller dans tous les salons du monde, vous ne vendrez jamais une pièce parce que le marché il est à 5 €. Et d'ailleurs, la plupart des gens, et c'est ce qui a été dit par M. Taravelier, penseront déjà que de toute façon, la pièce, ça sera trop chère. Et donc, ils auront beaucoup déjà de freins moraux pour dire non, mais de toute façon, je ne vous consulte même pas parce que vous serez trop cher. Nous, ça nous arrive, hein, nos acheteurs disent cette pièce-là, je ne vais même pas consulter mon panel aéronautique parce que ça ne sert à rien. Il faut, on cherche un prix, mais un prix même, on ne parle même pas de la même chose, quoi. La plupart des acteurs de l'aéronautique, même quand ils se saignent et qu'ils font un prix, ils restent 4 fois ou 5 fois plus cher. En fait, il faut complètement se réinventer et se dire comment j'arrive à diviser mes coûts par 10. Et se poser la question, si jamais ça repart dans l'aéronautique et que je retrouve mes marchés, est-ce que je pourrais continuer à leur donner satisfaction si j'ai taillé tellement dans ma masse que je ne sais plus leur donner satisfaction? Donc, c'est vraiment pas facile, quoi. Et c'est pour ça que ça ne peut en aucun cas être autre chose qu'une décision stratégique de la direction. Merci Mathieu pour cette dernière intervention. Quoi qu'il en soit, ça nous appartient d'être avec les entreprises régionales, d'essayer de les aider, de contribuer à leur développement et leur diversification. C'est-à-dire que je crois que vous avez tous présenté des barrières, hein, à l'entrée. On les a bien entendues au fur et à mesure dans vos témoignages. Donc, on vous remercie énormément pour ça. Quoi qu'il en soit, je pense que c'est quand même du ressort de l'action publique de pouvoir aller auprès des entreprises et d'essayer de les aider à trouver des marchés, bien évidemment sans évacuer ces barrières dont vous parlez. Donc, nous, pour conclure, hein, j'aurais tendance à dire merci d'abord à tous les intervenants. Je pense que l'intérêt d'avoir eu des intervenants assez variés, ben, ça permet d'avoir aussi des dimensions sur les actions de diversification différentes et des retours d'expérience différentes. Donc, merci à vous. Et tous ceux qui nous écoutent encore, hein, qui ont eu la patience de rester avec nous jusqu'à ce moment-là, n'hésitez pas à contacter les équipes dont on parle, que ce soit Aerospace Valley ou Adoc, pour venir échanger, au moins. Venir échanger sur ces sujets, voir s'il y a des solutions, comment on peut travailler ensemble, quelles sont les actions qu'on mène. Je crois que la difficulté que l'on a aussi, c'est de ne pas s'isoler. Philippe Walter vous l'a dit aussi, il ne faut pas s'isoler, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à venir. Voilà, donc on va conclure ce webinaire. Encore merci à tous ceux qui sont des intervenants, tous ceux qui ont intervenu, pardon.
et toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation. Et peut-être un prochain webinaire, hein, on va certainement peut-être enchaîner certains sujets sur les salons, etc. On vous tiendra au courant. N'hésitez pas à consulter la page sur le site Ad-Hoc, là où il y a des éléments. Si vous voulez vous positionner, pareil, appelez-nous. On est là pour ça, n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi à tous. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci Jean-Philippe. Au revoir. Merci. Au revoir.